Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté de participer à ce live. Donc, toi, tu es naturopathe, tu as créé Hygiène de vie. Donc, tu fais plein de choses à travers ce concept. Pas mal de vidéos aussi, de podcasts, pas mal d'écrits aussi, j'ai vu. Donc, il y a plein de choses, je pense, que tu as à partager avec nous, pour le coup. Alors, pour commencer, ce que je te propose, c'est déjà nous présenter qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à devenir justement naturopathe, à te lancer vers cette pratique. Et puis après, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail qu'est-ce que hygiène de vie. Ok, pas de souci. Écoutez, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Alexandra et j'ai 30 ans. J'ai lancé Hygiène de vie maintenant il y a un peu plus d'un an, c'était en début 2019. Sachant que je n'ai pas été toujours naturopathe ni coach en hygiène de vie, c'est une reconversion professionnelle progressive que je réalise. De parcours, en fait, j'ai un parcours ingénieur, donc j'ai fait des études d'ingénieur généraliste, orientée plutôt quand même biologie, puisque j'ai toujours été assez passionnée par le corps humain, le sport et tout ça, et tout le côté bien-être en fait, bien connaître son corps pour pouvoir le maintenir en bonne santé. Ça m'a toujours été un peu le fil conducteur de ma vie. Et donc du coup, c'est D'accord. vrai que après, de fil en aiguille, quand on est bon à l'école, etc., on pose pas trop de questions et dès qu'on peut, on nous pousse un peu à faire des études supérieures. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait une école d'ingénieur. Je regrette absolument pas, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais j'ai quand même orienté vers la biologie pour garder un petit lien. Voilà, et suite à ça, moi j'ai tout de suite embauché dans une entreprise pour devenir salariée, donc chez Decathlon, voilà, pour être complètement transparente, pour continuer ce petit fil conducteur autour de l'activité sportive et du bien-être physique. Pour l'instant, plutôt, en tout cas à cette époque-là, c'était plus pour le bien-être physique. Le bien-être mental est arrivé un peu plus tard. Et du coup, j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis, grande remise en question plusieurs années, enfin, combien de temps? 3 ans plus tard. Un peu un gros ras-le-bol parce que je faisais beaucoup d'allers-retours avec mon conjoint pour faire voilà, domicile-travail. Moi, je travaillais à Lille et on habitait Paris. Donc, je faisais des allers-retours tous les jours. Donc, c'était un petit peu au début, enfin, à la fin, un peu fatigant, beaucoup d'organisation, etc. Donc, on a décidé de complètement tout arrêter et surtout qu'on avait l'envie de découvrir vraiment de nouveaux horizons et un peu d'évasion en fait et de pas de retour à zéro, mais juste un nouveau départ tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de tout plaquer et de partir, bon, comme beaucoup le font dans notre génération, de partir à l'autre bout du monde. Donc on est parti en Australie. Et donc c'est pas où là où tout a commencé, mais c'était en fait un peu la Un rupture tournant. et un tournant, voilà. Un tournant. Donc on a passé une année là-bas, on a travaillé et on a voyagé beaucoup. On s'est complètement détaché de l'image qu'on avait en France. Donc voilà, la bonne élève, l'école, le salariat sans trop se poser de questions, etc., etc. Et on s'est dit, bah voilà, on est un peu incognito et on recommence tout de zéro et on fait vraiment ce qui nous anime et on vit au jour le jour. Donc voilà, ça a été vraiment une année superbe. On est quand même rentré finalement au bout d'un an. Mais il faut savoir qu'en Australie, déjà c'est là où moi j'ai aussi eu un petit tournant sur mon alimentation. J'ai toujours été intéressée par l'alimentation, mais en Australie ils sont quand même très axés bien-être. Et c'est pas une notion taboue là-bas en fait. Quand on était encore en France il y a quelques années, le bien-être c'était un peu tabou, le végétalisme c'était encore plus tabou. Alors que et le fitness, bon c'était il y avait une grosse étiquette sur le fitness et les activités sportives comme ça, un peu de bien-être. Donc en Australie, c'est vrai que ça a été un peu comment dire, j'ai vraiment adoré leur état d'esprit et je me suis vraiment libérée et j'ai commencé à assumer vraiment ce côté-là en moi qui me passionnait. D'accord. Donc voilà. Donc on est rentré en France et puis moi j'ai retrouvé un travail toujours chez Decathlon
parce que c'est une entreprise que j'adore, qui a de superbes valeurs. Donc voilà, j'ai pas quitté Decathlon pour partir parce que j'avais un problème avec l'entreprise. C'était juste que j'avais envie de vivre autre chose. Donc je suis retournée, j'ai eu l'opportunité de réintégrer l'entreprise, mais finalement en arrière-tête, mon cerveau avait déjà switché sur autre chose en fait. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai beaucoup lu des livres et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Au départ, je voulais devenir coach en pilates par exemple, coach en yoga parce que j'ai aussi découvert le yoga quand j'étais en Australie et j'ai commencé de manière autodidacte au départ. Et puis en fait, je me suis intéressée à quelque chose de plus global. La relation entre le corps et l'esprit est arrivée à ce moment-là aussi. Et voilà, j'ai commencé à découvrir la naturopathie. Donc j'ai mangé des livres à répétition pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mes placards se remplissaient à vue d'œil. Mon portefeuille aussi se vidait à vue d'œil. C'est le piège. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, bah écoute, Alexandra, si tu es intéressée par le sujet, pourquoi tu suis pas une formation de manière, donc déjà au départ, c'était vraiment très personnel, c'était de manière à avoir une vue globale sur la naturopathie, être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, parce que quand on achète des livres soi-même, finalement, face au rayon livre, on prend un peu ce qui nous plaît, ce qui nous parle. Et moi, j'avais envie d'avoir une vision vraiment globale de la naturopathie, même si après, de toute façon, j'allais prendre ce que je voulais prendre, tout simplement. Et donc, je me suis dit, tant qu'à dépenser de l'argent dans plein de livres, autant que je l'investisse dans une formation qui, peut-être, plus tard, pourra me servir si je souhaite faire autre chose de ma vie. Voilà. D'accord. Donc, tu n'avais pas encore complètement décidé de te consacrer à 100% à la naturopathie. C'était plus acquérir les connaissances et puis tu verrais plus tard. Tout à fait. C'était vraiment, au départ, vraiment un besoin très, très personnel. J'ai toujours eu aussi en arrière-fond, en fond de tâche, on va dire, le désir de ne pas rester ingénieur dans une entreprise toute ma vie. J'ai toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale, mais je savais jamais comment, dans quel domaine la développer ni rien. Mais j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, de créer de nouvelles choses et de faire des choses moi-même aussi. Mais voilà, je ne savais pas comment le transformer. Et donc, c'est là qu'au fur et à mesure, les deux ont commencé à s'imbriquer et j'ai un peu trouvé le sens, en fait, et un peu mon sens. Donc, je me suis lancée en fait dans la formation. Donc, c'est une formation que j'ai pu faire à distance avec des stages en présentiel pour coupler les deux. Pour moi, le à distance était fondamental parce que je ne voulais pas arrêter mon job à côté. Et en même temps, le présentiel était aussi fondamental parce que je crois aux formations à distance, mais pour moi, c'est pas suffisant en fait. Il faut vraiment mêler le contact, l'échange et la pratique en fait. Donc, voilà, donc, j'ai une grosse phase de recherche et puis j'ai trouvé ma formation et je me suis lancée. Alors au départ, c'était une formation sur une durée théorique de 2 ans, mais en même temps, on fait un peu à notre rythme. Voilà. Comme c'était pour moi, j'avais pas trop de pression ni quoi que ce soit. Alors concrètement, c'est quoi du coup la naturopathie? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors la naturopathie, alors souvent on l'oppose à la médecine conventionnelle qu'on appelle allopathique, donc la médecine un peu de tous les jours quand on va voir le médecin. Moi par contre, moi et puis beaucoup de naturopathes finalement, on est contre l'opposition. Il y a bien un aspect complémentaire. Idéalement, la naturopathie agit en prévention. Donc, en gros, si on fait bien notre job, on devrait ne pas, en tout cas, avoir moins besoin d'aller voir le médecin. En théorie, hein, je caricature vraiment. Après, de manière très réaliste, en naturopathie, on ne travaille pas que sur la prévention, on travaille beaucoup avec des personnes qui ont déjà des troubles. Parce que finalement, elles viennent parce qu'elles en ont marre de la médecine ou elles ne trouvent pas leur réponse, elles en ont marre de prendre des médicaments et que c'est un peu leur dernier recours de faire appel à la naturopathie. Donc en fait, voilà, on a un peu les deux cas. L'idéal, c'est d'agir que sur la prévention. Et ensuite, le réaliste, c'est que finalement, on a beaucoup de cas, on va dire, curatifs qu'on ramène et peut-être qu'après, il y a le cercle vertueux qui se met en place et ça devient de la prévention. Et donc la naturopathie, c'est une médecine donc non conventionnelle, au même titre que l'Ayurveda par exemple, qui est une médecine bien reconnue en Inde, mais qui ne l'est pas en France par exemple, qui est aussi dans la médecine conventionnelle.
Elle n'est pas diplômante, elle est plutôt certifiante et elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, on espère grandement, enfin, tout le syndicat de naturopathes espère que ça va être reconnu comme une médecine, en fait, enfin, même comme l'ostéopathie, qui est aujourd'hui une médecine douce qui est reconnue. Mhm. Voilà, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, la naturopathie est reconnue, pas encore en D'accord. France. Ce qui pose un peu de problème au niveau notamment des remboursements. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, on va voir un médecin parce que bah, financièrement, ça nous coûte moins cher aussi. Euh, et la naturopathie, ben, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça demande un gros travail d'approfondissement. Ça demande beaucoup de temps. C'est très individualisé. C'est vraiment, du coup, pour le coup, là, on s'oppose un peu à la médecine dans le comment, en fait. Et donc, du coup, forcément, une consultation en naturopathie coûte plus cher qu'une consultation en médecine. Et donc là, bah, comme c'est pas remboursé, ça a amené certains freins qui sont complètement compréhensibles. C'est là où le jour où ce sera reconnu, peut-être un peu remboursé, où il y aura une prise en charge, peut-être que ça viendra un peu démocratiser les consultations, en tout cas les Mhm. rendez-vous. Bien sûr. Et donc la naturopathie, Et pour répondre un peu à ta question vraiment précise, c'est que en fait on s'intéresse à l'hygiène de vie d'une personne. Euh, mhm. donc ça se repose sur 3 piliers fondamentaux. On a l'alimentation, on a l'activité physique et on a tout ce qui est gestion des émotions. Donc là, c'est là où je refais le lien entre le corps et l'esprit. Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un impacte l'autre et dans les deux sens d'ailleurs. Euh, et ensuite, donc en fait, on vient vraiment étudier l'hygiène de vie d'une personne, ses habitudes, son terrain, de manière à soulager certains troubles qu'elle peut avoir, ou au contraire, réajuster de manière à éviter qu'elle développe sur le court, moyen et long terme certains troubles, également chroniques, par exemple, des maladies comme le cancer, etc. Et après, bien sûr, on vient s'aider de différentes techniques naturelles qui viennent graviter autour, qu'on connaît quand même plus ou moins, comme la phytothérapie, donc, c'est autour des plantes, l'aromathérapie, les huiles essentielles, les massages un peu bien-être, comme la réflexologie, palmaire, faciale ou plantaire. Euh, le travail autour de l'eau, qu'on appelle l'hydrologie. Voilà, après, il y a plein d'autres techniques. D'accord. Mettre tout ce qui est apithérapie, donc tout ce qui est autour des produits de la ruche, l'argile, voilà, il y a un Oui. tas de Donc, techniques c'est qui lié à viennent. plein d'autres pratiques finalement. Voilà, en fait, on vient vraiment tirer. En fait, on a une grosse boîte à outils qu'on vient utiliser pour compléter en fait l'accompagnement que l'on peut proposer à une personne. D'accord. Alors justement, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes? Comment se déroule un accompagnement? Alors, ce que je propose moi, ça, ta question? Oui. D'accord. Alors moi, je propose des consultations. Alors après, il faut mettre des grandes guillemets parce qu'en naturopathie, il y a des termes qu'on ne doit pas utiliser parce qu'on n'est pas de la médecine. Donc, voilà. Donc consultation, c'est un terme un peu touchy. Donc en gros, je vais parler de rendez-vous. Ça veut dire en gros une consultation. Donc des rendez-vous de ce qu'on appelle de découverte où on fait un premier bilan de vitalité. Donc là, en fait, c'est vraiment un rendez-vous qui dure quand même assez longtemps, qui dure en théorie 1 heure et demie, mais grosso modo, ça peut durer jusqu'à 1 h 45, 2 heures, parce que concrètement, c'est compliqué de mettre fin à 1 h 30, un rendez-vous, parce qu'on est vraiment dans l'apprentissage de l'autre, dans la connaissance, dans le questionnement, dans l'enquête, pour tirer en fait les fils de plein de choses. Et du coup, c'est compliqué des fois de s'arrêter, donc ça peut durer assez longtemps, en tout cas le premier rendez-vous. Là, il faut être assez prêt quand on ne connaît pas vraiment le principe. Et le principe, du coup, c'est que voilà, on fait connaissance, on crée un premier bilan. Donc, je pose des questions sur les antécédents de la personne, sur les antécédents également de sa famille, parce qu'on peut faire des liens entre les différents parents. Euh, Après, tout ce qui est aussi bilan, les compléments qu'elle prend aujourd'hui, on va faire un état des lieux du aujourd'hui. Et ensuite, je vais me focaliser sur une partie alimentation, une partie aussi sur ses ressentis, donc ça peut être les troubles digestifs, les problèmes de peau ou pas, ses humeurs, son état de stress, etc. Plein de points comme ça que je viens aborder un peu de manière. Alors moi, j'ai toute une chronologie en tête, une espèce de cohérence dans mon déroulé. Néanmoins, ça reste vraiment une discussion.
Donc, ça peut partir un peu à droite à gauche. Et c'est un peu ce que je dis en début de rendez-vous, c'est que moi, je suis un fil conducteur, mais que le principe, c'est que la personne, elle me dévoile ce qu'elle veut me dévoiler, et que ce soit une discussion, en fait, qu'on fasse vraiment connaissance. Donc, du coup, ça peut un peu partir à droite à gauche, notamment sur des fois des sujets un petit peu sensibles. Et donc là aussi, je préviens la personne parce que s'il y a des choses qu'elle ne souhaite pas, dont elle ne souhaite pas parler, elle n'est pas obligée non plus. Moi, ça va m'aider parce que ça va me permettre de comprendre d'autres choses, de faire les liens, plein de liens en fait, entre les organes et les émotions, etc. Mais si elle ne souhaite pas en parler, je ne vais pas la faire. C'est là où on peut refaire après des suivis, par exemple. Et donc ensuite, après le bilan alimentaire, on peut aussi, si le temps le permet, si le rendez-vous n'a pas duré plus de 2 heures, on va dire, je vais faire tout ce qui est analyse un peu morphologique, les yeux, l'état de la peau, la forme des mains, la forme du visage, tout ça pour essayer un peu de déduire un espèce de profil, un profil robot, on va dire, qui va me permettre de mieux appréhender le terrain de la personne, son passif, comment elle se sent. Et après, comme ça, mes conseils seront vraiment très personnalisés à qui elle est, elle, pour que ce soit aussi réalisable derrière. Parce que le but, c'est que derrière, moi, je lui conseille ce qu'on appelle un programme en hygiène de vie. Donc, c'est une sorte de compte rendu avec un tas de conseils, sous différentes sphères. Donc, la sphère alimentaire, la sphère digestive, le foie, les émotions, l'activité physique, etc. Donc, vraiment une espèce de programme global qu'elle pourra mettre en place de manière progressive et à son rythme, en fonction aussi de l'objectif initial pour lequel elle est venue. D'accord. Voilà. Et donc, suite à ce bilan, il y a besoin de te revoir régulièrement? Comment ça se passe? Alors, tout dépend également de l'objectif. Il y a des personnes qui viennent juste pour un bilan, donc c'est vraiment pour le coup que de la prévention. Donc, elles viennent pour un bilan, point. Et ensuite, moi, je leur délivre le conseil, je lui délivre le conseil. Et après, potentiellement, elle ne revient pas. Ou elle va revenir pour faire des check-ups réguliers ou à des moments spécifiques de l'année, typiquement en transition de saison, l'automne, le printemps. Ou parce que elle sait que elle va avoir un événement très stressant et qu'elle a besoin un petit peu d'aide, ou alors parce que elle a vécu un événement très stressant, très bouleversant et que elle sent qu'il y a un impact sur son bien-être, ou parce que c'est l'entrée à l'hiver et qu'en général elle tombe souvent malade et qu'elle a envie d'agir en prévention. Donc voilà, ça peut être vraiment des moments très spontanés. Après, il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont un trouble déjà bien présent. Potentiellement, c'est une personne qui en a marre de prendre des médicaments, qui a déjà tout essayé. Et là, effectivement, il y a tout un protocole à mettre en place. Je ne peux pas lui conseiller plein de choses en même temps, sinon elle ne saurait pas quoi faire. Parce que aussi, il y a un ordre très spécifique pour venir travailler sur les différents émonctoires, par exemple. Je ne peux pas faire du drainage si j'ai pas fait un peu d'élimination de toxines avant. Donc, il y a et chaque étape dure une certaine durée. Donc, c'est là où des suivis réguliers sont utiles, voire même nécessaires. Mais encore une fois, je ne peux pas forcer la personne à revenir me voir. Bien sûr. Et tout à l'heure, tu parlais de l'Ayurveda. Alors, c'est une pratique que justement on peut mettre en comparaison avec l'Ayurveda, les médecines chinoises. Quelles sont les différences entre toutes ces pratiques et les similitudes? Alors, moi, je vais plutôt parler de l'Ayurveda, parce que je connais un peu plus l'Ayurveda que la médecine chinoise en tant que telle. Bien que l'acupuncture, pour le coup, c'est une technique que je peux conseiller, que je ne donne pas, attention, mais que je peux conseiller à des personnes qui viennent me voir si je pense que ça peut leur faire du bien. L'Ayurveda, alors justement, ça me fait penser à un podcast que j'ai enregistré avec Lorraine Nivieri, qui est praticienne en Ayurveda, et moi-même, en tant que praticienne naturopathe, je me suis souvent posé la question et fait le parallèle entre la naturopathie et l'Ayurveda. Et durant le podcast, on s'est rendu compte que finalement, il y avait quand même beaucoup de similitudes. Alors, bon, après, la grande différence, j'ai envie de dire, qui est très légale, c'est comme je te l'ai dit, c'est reconnu en Inde comme une médecine en tant que telle. Même les médecins là-bas sont des médecins ayurvédiques qui font 15 ans d'études. Alors en France, par contre, c'est pas reconnu. Ça, c'est, on va dire, la différence, mais en même temps le point commun pour le côté France. Ensuite, les grandes différences que je pourrais t'énoncer comme ça, c'est par exemple sur l'alimentation, un truc assez flagrant. En naturopathie, on va peut-être conseiller assez régulièrement de manger cru, par exemple. Attention, je ne parle pas du crudivorisme où on mange 100% cru,
Le cru ne convient pas non plus à tout le monde, il faut trouver la bonne dose. Mais en tout cas, c'est une notion que l'on communique un peu plus, que l'on véhicule un peu plus en naturopathie. En Ayurveda, beaucoup moins. Ils vont être vraiment plus sur de l'alimentation cuite. Ça, c'est une différence, on va dire, que j'ai pu identifier. Une autre différence que j'ai pu identifier, ça va être concernant notamment la consommation de produits animaux. En naturopathie, l'alimentation, on la conseille majoritairement végétale. Encore une fois, pareil, je ne demande pas à mes clients de devenir végétariens ou végétaliens, pas du tout, parce qu'encore une fois, ça peut dépendre du terrain, mais quand même, il y a un fil conducteur qui dit qu'un maximum de végétal, c'est quand même mieux pour notre santé. En Ayurveda, ils ne vont pas du tout mettre la viande de côté. Ils vont plutôt l'intégrer et voir la conseiller en fonction des différents doshas, justement. Donc voilà. Mais encore une fois, elle reste quand même majoritairement végétale. Mais il y a moins quand même cette distinction-là. Donc ce sont des différences, mais en même temps, les différences sont quand même très, très fines. Hein. Faut l'avouer. C'est vrai qu'on a eu aussi ce live avec Mathilde qui nous a présenté pour le coup l'Ayurveda. Donc dans ce que tu présentes, effectivement, je vois des similitudes quand tu dis effectivement faire aussi le diagnostic au niveau de la morphologie. C'est quelque chose que j'ai pu faire avec elle dans son atelier auquel j'ai participé. Et puis effectivement, comme tu dis, la mise en avant, enfin, ou du moins l'intégration effectivement des protéines, etc., qui étaient pas forcément mis de côté pour le coup. Je parle de protéines animales, bien sûr, dans l'Ayurveda. Et de ce que j'entends, donc ça veut dire que, un peu comme en Ayurveda, finalement, tu détermines en quelque sorte des profils, même si j'imagine c'est pas forcément des cases dans lesquelles on doit forcément rentrer, mais des profils qui permettent derrière d'amener un diagnostic un peu différent par profil, c'est ça? Exactement. C'est l'autre différence et en même temps ressemblance. C'est-à-dire que comme l'Ayurveda, on va avoir différents profils, mais les profils ne sont pas exactement les mêmes. Donc, ce sont des profils qu'on appelle profils d'Hippocrate, qui aussi sont reliés à des éléments, comme pour l'Ayurveda. Par contre, on va pas avoir exactement les mêmes. Donc, on parle pas de dosha, on parle vraiment de profil à Hippocrate, et on va voir le sanguin, par exemple. Donc, le sanguin que l'on rattache plutôt à l'élément air. On a le bileux, qu'on rattache plutôt à l'élément feu. On a le nerveux, le profil nerveux, qu'on va plutôt rattacher à l'élément terre. Et ensuite, on a le lymphatique, qu'on va rattacher plutôt à l'élément eau. Donc, il y a un élément en moins, qui est l'éther, qu'on retrouve en Ayurveda. Nous, on l'a pas en naturopathie. Et puis voilà, le nom des profils diffère. Ensuite, alors je ne connais pas par cœur les doshas, mais moi, personnellement, hein, je suis, même si je suis praticienne naturopathe, je lis un livre sur d'ailleurs, profite pour faire une petite pub, mais c'est pas à moi le livre, hein. C'est ce livre-là sur l'Ayurveda, il y a un envers, mais bref, l'Ayurveda pour les nuls, qui est super, et moi ça m'intéresse énormément parce que du coup je vois les différences, les ressemblances, et moi-même je suis très intéressée par quel profil doshique je suis. Et donc du coup, comme en Ayurveda, en fait, c'est en fonction de la morphologie, des traits de caractère, qu'on va pouvoir effectivement en déduire, même sans mettre dans une case, un profil dominant. Et donc avec ça, on va pouvoir justement conseiller certains aliments plutôt que d'autres et certaines peut-être activités plutôt que d'autres, etc. Voilà. Ça demande vraiment, c'est via l'entretien en fait que l'on a que l'on peut déduire ces différents traits. D'accord. Alors avant qu'on continue sur l'alimentation, parce que je pense que c'est un sujet, on s'est dit ensemble, qui intéresse tout le monde pour le coup, tu nous proposais de faire un exercice de respiration aussi. Ouais. Effectivement, donc j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure dans les différentes techniques naturelles. On retrouve la respiration. En gros, on retrouve l'oxygénation qui est extrêmement importante, l'oxygénation des cellules et qui rentre vraiment en compte dans l'élimination des différentes toxines que l'on accumule. Sachant que on met vraiment, c'est un gros mot quand on dit toxines, mais c'est quelque chose de complètement normal. En respirant, en mangeant, on génère des toxines en nous. Et notre corps est très bien fait, il sait complètement les gérer. On a une superbe machine. Ce qui peut être embêtant, c'est l'excès de toxines, ou c'est lorsque nos organes, nos émonctoires ne sont plus assez en forme et fonctionnels pour éliminer naturellement ces toxines-là.
Donc, la respiration fait appel à un des émonctoires qu'on appelle les poumons. Donc, dans les différents émonctoires que l'on identifie en naturopathie, donc un émonctoire, c'est un organe qui permet d'éliminer les toxines. On a du coup les poumons. On a le foie, qui est quasiment l'organe principal d'élimination des toxines. Et souvent, quand on a des troubles, quelque part, ça vient d'un dysfonctionnement du foie. On a les intestins, on a les reins et on a la peau. Et pour les femmes, généralement, on dit qu'on a un 6e émonctoire qui est l'utérus. Voilà. Donc, du coup, l'exercice de respiration, il y en a plein qu'on peut faire, qui va faire appel justement au travail des poumons. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est en faire un qui est assez simple, sachant que ne serait-ce que respirer profondément de manière consciente, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, déjà profondément, plusieurs cycles et plusieurs fois par jour, sera déjà en fait, on va dire une routine importante et suffisante à intégrer dans votre quotidien. Le faire dehors, c'est encore mieux, parce qu'à l'intérieur, on peut savoir que l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. C'est important également de se mettre à l'extérieur. Et donc, moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'expérimenter la respiration 4-4-6-2. Voilà. C'est une sorte de respiration, c'est un tempo spécifique qui permet également, en fait, de se reconnecter à l'instant présent. Donc, avant de le faire, je vous explique comment ça va fonctionner. On va inspirer profondément par le nez sur 4 temps, donc en gonflant le ventre. Donc, quand je parle de respiration profonde, c'est qu'on respire avec le ventre. Donc, on gonfle le ventre. Ensuite, on reste 4 temps poumon plein, en apnée poumon plein. Donc, 4-4. 6, on expire profondément par le nez ou par la bouche, peu importe. On n'est pas en pranayama en yoga, donc on peut le faire par le nez ou par la bouche comme vous voulez, en creusant le ventre. On expulse un maximum d'air. Et 4-4-6-2, on reste 2 temps en apnée poumon vide. Et là, on recommence. Donc, ça peut être un petit peu dur au départ pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. C'est pas grave, faut être indulgent et faut reprendre au fur et à mesure. Et ça va venir tout seul. Franchement, ça arrive très, très rapidement. On commence à avoir, au fur et à mesure, on sent qu'on a une capacité pulmonaire, justement, qu'on utilise très rarement. Donc, c'est l'occasion de la mettre en pratique. Donc, on peut faire 2-3 cycles si vous le voulez. Comme ça, après, c'est des choses simples à mettre en place. Alors, vous pouvez bien déjà vous asseoir, le dos droit. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser complètement ouverts, peu importe. On va inspirer donc sur 4 temps par le nez et en gonflant bien le ventre. Vous pouvez mettre une main sur le ventre pour bien sentir votre ventre se gonfler. Donc, c'est parti. On inspire. 1, 2, 3, 4. Et on reste 4 temps en apnée poumon plein. 1, 2, 3, 4. On expire sur 6 temps par le nez ou par la bouche en creusant le ventre. 2, 3, 4, 5, 6. Et on reste 2 temps poumon vide. 1, 2. Et on peut recommencer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1. Voilà. Voilà un type de respiration que on peut faire pendant 5 minutes, par exemple. Donc, je ne sais pas si tu connais la cohérence cardiaque. Oui, très bien. Voilà, donc en fait, c'est un peu le même principe, c'est juste un tempo un peu différent. Mais sur le principe de le faire 5 fois 5 minutes par jour, c'est excellent et ça permet vraiment d'oxygéner le corps, donc de favoriser l'élimination des toxines, de retrouver une capacité pulmonaire que l'on utilise très très peu et aussi de se reconnecter à l'instant présent, donc de venir rabaisser son niveau de stress et donc son niveau de cortisol qui est lié au stockage de graisse. Voilà.
Et en même D'accord. temps, on fait du Donc bien effectivement, il avec faut notre trouver corps. le rythme. C'est vrai que comme ces derniers temps, j'étais beaucoup sur la cohérence cardiaque. Là, de ce fait, ça me perturbe un petit peu. Il faut que je retrouve le rythme. Mais effectivement, c'est intéressant également comme approche. Je ne sais pas si tu utilises quelque chose en particulier pour faire la cohérence cardiaque. Alors, j'ai téléchargé une appli. J'avoue que je ne saurais plus te dire le nom. C'est une appli où on voit une petite goutte, voilà, qui monte, qui descend pour donner le rythme. Après, j'ai commencé à prendre l'habitude aussi de moi compter. Mais disons que ça m'aide à être vraiment plus régulière, en fait, pour le coup. Et je pense peut-être que tu parles de Respire Relax ou Respire Lax. Je Peut-être. crois que ouais, moi, j'essaie de. Je sais Ouais, plus. c'est une bonne application, je trouve, parce que elle permet aussi en fonction. Il y a un état dynamisant, relaxant. Enfin, il y a plusieurs états. Et du coup, en fonction, elle gère le rythme, en fait, le tempo. Donc, c'est assez intéressant. Mais après, c'est vrai que quand on arrive à le faire soi-même, c'est encore mieux. Mm. Et de ce fait, la cohérence cardiaque, ça va avoir les mêmes effets que cette respiration que tu viens de nous montrer? Oui, en fait, c'est une sorte de cohérence cardiaque, en fait. Mm. C'est encore un tempo qui va être complètement différent. On peut même se dire, si on veut encore aller un peu plus loin dans la capacité pulmonaire, on peut rester encore un peu plus longtemps poumon plein, par exemple. Voilà, ça D'accord. peut être, on peut faire un peu, mais ça, c'est un peu le rythme passe-partout, j'ai envie de dire. Tu Ok. t'es senti comment, du coup, toi, après? Pas bien, c'est vrai que sur le premier, enfin les deux premières fois, j'ai eu besoin de bien caler le rythme parce que j'étais tentée de ce fait de faire plutôt sur le tempo, cohérence cardiaque. Et puis après, on prend finalement facilement le rythme malgré tout. Au bout de trois, effectivement, je pense que si j'avais continué, ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Et c'est vrai que c'est pour le coup pas évident, c'est le fait de rester poumon plein. Moi, la plus grosse difficulté, c'était rester poumon vide pour le coup. Ouais. J'avais le réflexe de tout de suite repartir, mais c'est intéressant de ce fait d'apprendre à faire aussi ces temps un peu morts où on bloque la respiration pour le coup. Exactement. Ouais. Après, comme je le disais, hein, déjà de faire des respirations profondes en inspirant par le nez, on gonfle le ventre, on expire, on creuse le ventre. Déjà, ça, c'est déjà très très bien. Donc, c'est des choses que je fais beaucoup quand je fais du yoga, par exemple, en début ou en fin de séance. Donc, voilà. Très bien. Alors, il nous reste 20 minutes, donc l'idée c'était de continuer un petit peu sur l'alimentation. Tu voulais nous parler des jeûnes notamment, des détox également. Alors sur le jeûne, on en a un petit peu parlé justement avec Mathilde qui faisait l'Ayurveda. Alors au niveau de la naturopathie, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé, qui se fait d'une manière similaire ou différente que l'Ayurveda? En fait, ça va être, je pense, un peu. Alors, encore une fois, je me souviens plus très très bien. Je serais ravie que tu me repartages un petit peu le côté Ayurveda. Oui, alors ça se fait. Alors, ça dépend de quel jeûne on parle, encore une fois. Déjà, par définition, le jeûne, quand on est un petit peu en déficit calorique, en restriction calorique par rapport à son métabolisme de base, c'est une sorte de jeûne. Le jeûne a un intérêt principal, c'est comment dire, de soulager, on va dire, le système digestif. On lui donne moins de travail à réaliser. Il y a différentes sortes de jeûnes qui vont être plus ou moins restrictifs. Déjà, le jeûne, par exemple, qu'on peut faire, qui est la monodiète, c'est une sorte de jeûne où en fait on mange un aliment dans son repas, voire dans sa journée, pendant un jour, voire pendant plusieurs jours. L'aliment en question peut dépendre de plusieurs choses, peut dépendre du terrain de la personne, de son profil, peut dépendre aussi de son état de santé, si elle est diabétique ou pas. On parle beaucoup de la cure de raisin qui est très très bonne, mais pour une personne qui est diabétique, on va peut-être pas trop lui conseiller quand même. Et qui dépend aussi tout simplement des aliments de saison. Voilà. Ça peut être une première chose et on peut le faire encore une fois sur différents stades. Ça peut être sur un repas. Du coup, on va faciliter la digestion de ce repas. Sur une journée entière. Du coup, on va faciliter la digestion et le système digestif aura d'autant plus de temps pour se régénérer. Ou même sur plusieurs jours. En sachant que la digestion, c'est quasiment ce qui nous prend le plus d'énergie. Jusqu'à 70% de notre énergie est dédiée à la digestion. Donc, plus on facilite la digestion, au mieux ce sera pour notre état de forme général. Ensuite, on peut avoir, je pense que beaucoup le connaissent, le jeûne intermittent.
Donc, le jeûne intermittent, c'est cette fameuse, alors il y a encore différents types de jeûne intermittent, mais généralement, c'est la fameuse fenêtre 16-8. Donc, 16 heures, on jeûne, enfin, on ne mange pas, on n'a pas d'apport calorique. Là. On peut continuer à boire des boissons sans calories, sans sucre, pour pas avoir cette sollicitation du pancréas avec la production d'insuline. Et on mange sur une fenêtre de 8 heures. Donc, cette fenêtre-là, elles sont variables. Généralement, ce qui se fait, ce qui est un peu moins compliqué à mettre en place, c'est de se dire, en fait, qu'on retarde, voire qu'on supprime le petit déjeuner. Donc, on mange, on dîne et on prend 16 heures plus tard pour faire le premier repas de l'autre journée. C'est un peu plus simple parce qu'en fait, il y a la nuit dedans. En fait, on s'en rend un peu moins compte. Alors, pour que ça s'appelle vraiment un jeûne intermittent, enfin un jeûne, encore une fois, je le rappelle, c'est qu'on dedans, on peut boire café, même si je ne recommande pas de boire 15 tasses de café à jeun, mais on peut boire théoriquement du café sans sucre, sans lait ni rien, du thé, des infusions, et du jus de citron éventuellement aussi. Par contre, un café avec du sucre, un thé avec du sucre, même avec des édulcorants, parce que l'édulcorant, en fait, le cerveau, il pense que c'est du sucre, donc il va quand même engendrer la production d'insuline. Donc en fait, notre système digestif, il est en route. Or, c'est ce qu'on ne veut pas. Le lait aussi, bah, ça apporte de calories, donc c'est plus un jeûne. Voilà, ça c'est une sorte de jeûne qui, après, au terme de recommandation, moi, je le recommande de manière générale à tout le monde, sauf à des personnes qui ont une vitalité faible. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont quand même besoin d'avoir un apport calorique assez régulier, ou encore des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, parce que ça peut les perturber, elles vont penser qu'à l'alimentation, aux calories, etc. Et ça peut vraiment aller à l'encontre de leur guérison. Donc là, je ne recommande pas forcément à ces personnes-là, ou là, plutôt ces personnes, je leur recommande plutôt d'essayer au maximum de plus penser à l'alimentation, en fait, et à toutes les contraintes qui y a autour. Donc voilà. Et après, il y a des jeûnes beaucoup plus restrictifs, des jeûnes secs. Donc les jeûnes secs, c'est on fait que boire de l'eau, point. Ou des jeûnes humides, où là on peut boire des jus de légumes ou des jus de fruits, non. Des jus de légumes avec éventuellement un peu de fruits. Attention au fameux jus de légumes à la mode. C'est d'abord un jus de légumes et éventuellement on met un petit peu de fruits pour l'adoucir, mais il ne faut pas que ça devienne un jus de fruits, sinon là c'est une bombe de sucre puisqu'on n'a plus de fibres pour limiter la glycémie. Donc c'est une autre sorte de jeûne qui peut s'inclure soit de manière très spontanée, parce qu'on souhaite une fois par semaine, voilà, un petit peu soulager le système digestif, un peu faire un mini nettoyage. Mais après, on peut faire des espèces de cures. Donc là, c'est vraiment un protocole complètement différent qui se passe sur 4 phases. Chaque phase est bien protocolée, encadrée, et c'est là où ce type de jeûne-là, moi, je vous conseille fortement, si vous l'avez jamais fait, de faire accompagner, soit par un praticien naturopathe ou un praticien en Ayurveda, si c'est une approche de l'Ayurveda que vous préférez. Mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus encadré, puisqu'on a une phase de détoxification à faire. Ensuite, il y a la phase de jeûne, la phase de revitalisation, et ensuite la phase de stabilisation. Voilà, c'est protocolé, il y a des étapes à ne pas dépasser comme ça. Et encore une fois, ça dépend aussi de l'état vital, le terrain de la personne. C'est important de faire attention à ça. Mais sinon, c'est une cure qu'on peut faire, par exemple, 2 fois par an, pareil au changement de saison. Si on a une envie par exemple, un trou particulier, on a envie vraiment de faire un grand nettoyage. C'est quelque chose qui est assez important. Ok. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu la même approche, je pense, que l'Ayurveda. Alors après, j'ai pas forcément non plus en tête tous les détails, mais effectivement, j'ai l'impression que les conseils sont assez similaires pour le coup sur les différents types de jeûnes et effectivement les conseils aussi pour les jeûnes secs qui dureraient vraiment en cure sur plusieurs jours. Le côté accompagnement qui est hyper important pour le coup. Oui. Surtout sur les fameuses cures détox où on fait du jeûne et de la rando en même temps, du jeûne et du yoga. En soi, c'est pourquoi pas, parce que l'activité physique va amplifier la détoxification du corps. Comme le système digestif va être mis au repos, on aura plus d'énergie. Mais encore une fois, il faut être encadré. C'est pas n'importe quel type d'activité. Et une personne qui est déjà faible, avec un terrain, avec un niveau vital très affaibli, c'est vraiment pas du tout
la bonne solution, il faudra peut-être d'abord la revitaliser, puis ensuite la détoxifier, le jeûne, la revitaliser et passer en phase de stabilisation. Donc voilà, c'est des choses à ajuster. Mais un petit jeûne par-ci par-là, que ce soit de la monodiète, du jeûne intermittent, un repas plus simple. Déjà, un repas plus simple, on mélange pas 36 000 aliments différents. Déjà, c'est déjà très très bien pour le système digestif. D'accord. Alors justement, tu parles de détox. C'est quoi concrètement la détox? C'est un mot qu'on entend beaucoup effectivement en ce moment. Mais il y a quoi derrière ça? Et est-ce que le jeûne en fait partie ou est-ce que on peut le faire aussi autrement? Alors, la détox, donc faut savoir qu'on a deux types de toxines, on va dire. On a les toxines, justement, et les toxiques. Donc, les toxines, ça va être tout ce que nous, on va produire intérieurement. Et les toxiques, c'est plutôt l'extérieur, donc la pollution, par exemple. Ou les médicaments que l'on prend sont des toxiques. Donc, la cure détox, on va dire, ou la détoxification, c'est le principe de booster le corps pour lui permettre d'éliminer vers l'extérieur toutes ces toxines et ces toxiques qui se sont accumulés. Comme je disais tout à l'heure, notre corps il est bien fait. De manière quotidienne, il élimine les toxines. Là où ça peut poser problème, c'est que si on a une alimentation, par exemple, inappropriée et qu'on a un système digestif, notamment les intestins, qui sont moins fonctionnels, avec des troubles intestinaux, par exemple, ou qu'on a un foie surchargé, que ce soit à cause du mental ou de l'alimentation, par exemple, ça veut dire que ces organes-là, qui sont à la base faits pour éliminer les toxines, fonctionnent moins bien. Donc, c'est là où la détoxification est importante, parce que l'accumulation de toxines peut engendrer l'apparition de certains troubles, bien que la cause initiale, c'est pas la toxine, mais c'est le fait que l'organe qui génère l'élimination de ces toxines-là fonctionne moins bien. Quelque chose que j'ai oublié de dire en fait en début quand tu m'as posé la question sur qu'est-ce que la naturopathie, c'est que par rapport à la différence de la médecine allopathique et de la médecine conventionnelle, oui, certes, on travaille sur la prévention, mais la première chose, c'est qu'on va essayer de trouver la cause ou les causes qui ont engendré le problème. Donc ça, c'est important. On est vraiment des détectives, en fait. Il faut nous voir un peu comme ça. Et donc, il y a plusieurs causes possibles qui peuvent avoir des liens, d'où l'intérêt de voir la personne dans sa globalité. Mais là, dans le cas des toxines, par exemple, effectivement, on peut agir sur l'alimentation, mais si on agit sur l'alimentation, donc la personne va peut-être moins créer de toxines, mais le problème, c'est que aussi derrière, il faut agir sur les organes qui lui permettront d'éliminer les toxines. Donc potentiellement de faire une cure sur le foie, une cure sur l'intestin, une cure sur la peau, voilà, il y a plusieurs points qu'on pourrait venir travailler, et c'est ce qu'on appelle soulager les émonctoires, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre, justement? Est-ce qu'on peut se lancer seul dans des protocoles de détox? Est-ce qu'il vaut mieux être accompagné là aussi? Dans le protocole de détox, notamment sur la partie où on travaille les émonctoires et tout ça, moi, je conseille quand même fortement de se faire accompagner au moins une première fois pour faire au moins le bilan, savoir sur quoi il faut travailler, parce que on ne peut pas travailler sur tout et tout n'est pas forcément nécessaire à être justement travaillé. Comme je disais, si par exemple, moi je trouve qu'il y a une espèce de défaillance sur le système digestif dans sa globalité, ce serait complètement incohérent de travailler sur l'intestin d'abord et ensuite le foie. En fait, moi, en tout cas, c'est mon approche. Je préfère travailler sur le foie, l'organe majeur qui élimine les toxines. Et ensuite, en fait, les organes qui vont évacuer, ça va être les reins et les intestins. Donc d'abord, on travaille sur le foie et ensuite, on va essayer de permettre aux organes d'évacuation de mieux les évacuer et de les rendre plus fonctionnels. Donc, et par contre, une personne qui potentiellement a un foie bon n'a pas besoin de cette phase-là. Donc ça dépend en fait. C'est là où je pense que c'est intéressant de se faire accompagner sur ce point-là, pour cette partie vraiment là. Après, si c'est pour faire du jeûne intermittent ou soulager son système digestif, etc., alors je pense que il n'y a pas trop de risques. Tant qu'on ne passe pas sur un jeûne sec ou un jeûne humide où on se fait 3 semaines de jus de légumes tout seul. Voilà, il ne faut pas partir dans les extrêmes. C'est possible, mais dans ce cas, il faut être accompagné. D'accord, très bien. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent, si vous avez quelques questions, c'est le moment, parce qu'on arrive à la fin de ce live. Je vérifie, je n'ai pas l'impression d'en avoir vu. Je pense que
Je sais que c'est plutôt clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées pour toi qui te semblent intéressantes de partager également, Alexandra? Euh, Bah, écoute, je pense que tu avais toi une question sur la partie petit déjeuner. Il me semble que tu Oui, m'avais partagé en off. ouais. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas forcément posé toutes mes questions parce que c'était très intéressant et qu'effectivement le temps se déroule aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette question à chaque fois. J'ai du mal à trouver ma routine petit déjeuner. Pour le coup, j'essaye de limiter le sucre parce que j'ai cette croyance. Alors, tu vas me dire si elle est à valider ou pas, que le sucre n'est pas forcément bon pour commencer la journée. Donc j'essaye de limiter le sucre, mais c'est pas évident de trouver un petit-déj qui est à la fois plaisir et qui me donne envie, voilà, de me nourrir comme il faut. Et à la fois, je sais que je suis incapable de rater cette étape du petit-déj pour le coup. J'ai besoin de cette énergie dès le début de la journée. Et de ce fait, voilà, j'ai du mal à trouver la bonne routine où je me fais plaisir et en même temps, je trouve une alimentation qui va me permettre de justement trouver cette énergie pour surmonter la journée. Et qu'est-ce que tu prends généralement du coup, toi, le matin? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que Alors, tu consommes? quand je me fais plaisir, ça? Bah, ton petit déjeuner, en fait, ton petit déjeuner un petit peu Ouais. fourni, c'est quoi? Alors, je peux changer. Soit c'est plus des céréales. Donc, j'essaye de prendre des céréales allégées en sucre pour quand même limiter. Et puis, de toute manière, j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc, ça peut être soit du muesli, soit des pétales de maïs ou autre. Avec du lait, pour le coup. Je commence souvent par un jus de fruits également. Et après, sinon, ça peut être du pain que je fais maison également. Donc, soit je le mange comme ça, pur, avec un chocolat chaud, soit je mets de la pâte à tartiner dessus ou autre. Voilà, c'est souvent les différents types de petits déjeuners. J'aime bien changer aussi d'un jour sur l'autre. Bon, du coup, je vais pouvoir te conseiller quelques petits trucs très personnels, peut-être que ça va donner des idées à d'autres personnes. Alors, effectivement, la croyance du sucre le matin, elle est fondée. Donc, malheureusement pour toi, je vais remettre un coup dessus. Disons qu'en fait, après la nuit, on sort d'un jeûne, en fait. Donc, typiquement, en tout cas, sans faire de jeûne intermittent, déjà, je reviens sur cette phase-là. Je pense qu'il est, enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'il est important, après on peut pas, mais de laisser au moins 12 heures entre la fin de entre le dîner et le petit déjeuner. Donc, c'est quelque chose de plus faisable. Mais au moins 12 heures, c'est un bon cycle pour le repos digestif. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, sortant d'un jeûne, quand on donne du sucre à notre corps, on a tout de suite ce pic glycémique et on vient tout de suite créer en fait une fatigue au niveau du pancréas. Et généralement qui peut engendrer sur ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc on a un pic d'insuline, tout le sucre passe dans les cellules et du coup bah, le sang il est pauvre en sucre et là, hop, on a un coup de barre, on a un coup de pompe, voire potentiellement on peut faire un malaise. Donc effectivement, on va essayer d'avoir un petit déjeuner qui va être pas, on va dire pauvre en sucre. Mais ça ne veut pas dire forcément de ne pas avoir de goût sucré. Hein. Et là, on va pouvoir trouver selon les personnes. Il y a des personnes qui vont adorer les petits déj salés, donc ça, on n'a pas ce problème-là. Les autres qui vont pas pouvoir voir le petit déj salé. Donc, on va essayer de travailler sur un petit déj sucré plus acceptable. La deuxième chose, c'est que aussi, qui peut expliquer cette théorie-là, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Donc, c'est se dire qu'en fait, notre corps produit des enzymes digestives particulières à des heures particulières de la journée. Le matin, par exemple, on est plus à même à digérer tout ce qui est protéines et lipides. Donc, c'est plus simple pour notre corps de gérer ce type d'aliments-là, alors que les sucres, donc qui vont être digérés par les enzymes glucase, vont avoir un taux plus élevé plutôt en milieu fin d'après-midi. Voilà, ça c'est la théorie de la chronobiologie, par exemple. D'accord. Donc, pour revenir à ton petit déjeuner, si je vais essayer de trouver un juste milieu pour t'aider concrètement, si tu veux rester sur un petit déj à base de céréales, moi je te conseille d'enlever tes céréales aux pétales de maïs et tes mueslis potentiellement que tu achètes déjà tout fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà sucrés. Donc je te dis pas de pas manger sucré, mais je vais te dire comment remplacer un petit peu ça. Les pétales de maïs, même si potentiellement ça n'a pas un goût sucré, le maïs est un aliment qui a un indice glycémique assez élevé. Ça veut dire qu'il va engendrer quand même un pic glycémique. C'est là où en fait un aliment qui n'est pas forcément sucré en bouche peut avoir un IG, donc un indice glycémique haut. Typiquement, le pain blanc. Le pain blanc n'a pas un goût sucré, pourtant c'est un IG très haut.
Voilà. Donc, par exemple, potentiellement, tu peux prendre des flocons d'avoine nature qui te coûteront plus ou moins cher parce qu'il n'y a pas de transformation. Enfin, il y a très peu de transformation, juste la transformation de l'avoine en pétale, en fait, en flocon. Et ensuite, tu peux y rajouter des propres sucrants naturels. Donc, ça peut être un peu de miel, donc qui a un IG un petit peu haut, mais en même temps, il y a tellement de bienfaits derrière que c'est intéressant. Ou du sirop d'érable, ou du sucre de coco, qui est un sucre qui a un indice glycémique bas, ou un sucre complet, par exemple. Tu veux sucrer vraiment un petit peu. Ou encore, tu peux tout très bien écraser une banane pour les mélanger au flocon d'avoine. Ça va naturellement sucrer ton bol de céréales. Et ce qui est important aussi d'ajouter, c'est des protéines et des lipides pour 3 raisons. Parce que notre corps est plus à même à les digérer à ce moment-là. Parce que l'apport de lipides et de protéines vont plus te rassasier. C'est pas le sucre qui rassasie, mais c'est les protéines et les lipides. Et en plus, ils vont permettre de limiter la charge glycémique de ton repas. Une pomme seule a un IG moyen et une pomme mangée avec un beurre de cacahuète, par exemple, voilà, ou une poignée d'amandes, ton IG va diminuer. En fait, l'IG de ton repas, de ton bol alimentaire, va diminuer. Voilà. Donc bien intégrer, par exemple, une poignée d'oléagineux, une cuillère à café de beurre de cacahuète, ou en tout cas des protéines et des lipides, des graines de chia qui vont être riches en oméga 3 et en protéines végétales dans ton bol de céréales, par exemple. Ok. Et ensuite, pour la partie plutôt tartine, eh ben, tu pars sur un pain qui va plutôt être un pain aux farines anciennes, au blé complet, en tout cas tout sauf du pain blanc, qui va avoir un IG haut. Et si tu mets de la pâte à tartiner, tu peux te faire une tartine, si t'aimes bien ça, avec une pâte à tartiner, on va dire, de bonne qualité. Et puis à côté, tu peux te faire une pâte à tartiner avec plutôt un beurre de cacahuète ou un beurre d'amande, un beurre d'oléagineux, pour apporter des protéines, D'accord. des lipides et diminuer ton IG de ton bol alimentaire, par exemple. D'accord. Voilà. Et le lait et le jus d'orange, ça va Alors, là-dessus? le jus d'orange, absolument pas. Je préfère que tu manges jus d'orange plutôt qu'un jus d'orange parce qu'en fait, même s'il est frais et fraîchement pressé, ça reste une boisson sans fibres. Et en fait, tu n'as que le sucre du fruit. Donc là, une bombe à sucre. Qu'il soit frais, bio, de saison, tout ça, c'est le même effet. Donc, mieux vaut plutôt manger une orange ou alors tu te fais un jus de légumes avec un petit peu d'orange dedans, par exemple. C'est un extracteur, par exemple. Ou un smoothie. D'accord. Un smoothie, par exemple, avec des fruits et des légumes. Une poignée d'épinards frais, je sens pas. Tu as un apport déjà de légumes verts le matin. Et tu rajoutes dedans une orange, une pêche, un kiwi ou une banane. Un fruit ou deux maximum ta boisson, on va dire. Et le lait, ça peut être une autre différence avec l'Ayurveda. En naturopathie, on déconseille très, 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 très fortement le lait de vache. Voilà. D'accord. C'est un lait qui n'est pas du tout fait, à notre sens, pour l'homme, qui est beaucoup trop riche, riche en lactase, donc même en sucre, riche en probiotiques, en antibiotiques, pardon, en hormones de croissance, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout une boisson recommandée. Si on veut rester sur une boisson animale, plutôt du lait de vache, du lait de chèvre ou de brebis, voire passer sur des boissons végétales, soit qu'on achète en faisant attention aux ingrédients, parce qu'il y a beaucoup de boissons végétales maintenant, il y a de l'huile en plus et du sucre. Faire attention aux ingrédients, ou qu'on peut faire soi-même, assez facilement. D'accord. Et merci Voilà, beaucoup pour ces conseils. Je vais essayer de revoir donc mon petit déjeuner et je t'en tu me donnerai diras ce que t'en des penses. nouvelles. Ouais, avec plaisir. Bien, on arrive à la fin de de ce live. Donc, ce que je te propose, c'est de nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux, mais pour prendre aussi contact avec toi, s'il y a des personnes qui veulent justement venir faire un bilan, voir plus, hein, s'il y a des besoins particuliers. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, on peut me retrouver sur mon profil Instagram, justement, Alexandra Portail Naturo. On peut me retrouver aussi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Alexandra Portail Naturopathe. On peut me retrouver là, on peut m'envoyer des messages à cet endroit-là. Et donc mon site internet Hygiène de vie, donc www.hygiènedevie sans accent et avec le chiffre 2.fr. Donc là, pareil, il y a plein d'informations, des articles de blog, etc. On peut retrouver mes podcasts, du coup, aussi à cet endroit-là. Et on peut retrouver mon adresse mail pour me contacter directement si besoin. Et après, j'ai mon podcast pour plus d'infos si vous souhaitez. J'ai un podcast qui s'appelle toujours Hygiène de vie qu'on peut retrouver sur n'importe quel type de plateforme d'écoute, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, etc., etc. Merci pour l'adresse. Ça fait.
Ouais. Et puis voilà, Ok, vous pouvez me contacter par Instagram, je réponds, j'adore. super. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra, pour ce partage d'expérience, toutes ces informations. Mais merci à toi, c'était un Reste grand plaisir de faire ça avec toi. de même. Et puis, bah, bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas effectivement à la contacter directement si vous avez des questions, si vous avez envie de la rencontrer, de tester, de découvrir un peu plus en profondeur la naturopathie pour le coup. Avec plaisir. Bonne journée à toi Bonne journée à toi et puis à tout le et monde. puis bonne journée à tous pour le coup. Ciao. Au revoir. Au revoir.